n'est pas coutume, je vais commencer ma plaidoirie par explication de comment j'ai reçu ce sujet, pourquoi je l'ai choisi, voilà, tout ça au début. Et donc dès le début, je me suis dit, parfait sujet, pas trop conceptuel, je vais pouvoir me débrouiller. Les autres étaient trop compliqués. Et puis je vais pouvoir m'appuyer sur un bon gros, faut-il prendre des gants? Ça dépend. Et puis bon, je me suis dit que c'était nul. Que le sujet ne méritait pas une réponse aussi lâchement faiblarde, teintée d'une apparente persévérance. Non, non, les gants ne méritent pas d'être défendus par quelqu'un d'à moitié veule, d'à moitié teigneux, par une plaidoirie mi-lâche, mi-teigne. Non, ce serait un vol. Un vol. Ce serait un vol qui mutilerait les gants, qui leur couperait les doigts, donc. Et les gants méritent plus. Les gants représentent quelque chose de fondamental. Ils touchent au concret. Dis, les gants, dis. Ils ont marqué l'histoire. Et par-delà les Indes. Non, c'est un sujet profond, il faut s'y pencher. D'un main à d'autre, je me suis donc mis à réfléchir. J'ai voulu essayer de répondre au sujet vraiment. Ça va pas être simple après une étude sous un point de vue qui plaît beaucoup aux foules. Et donc, j'ai plongé mes mains dans les cheveux, j'ai réfléchi, j'ai trituré mes bouclettes, j'ai bidouillé mes frisoutis, j'ai cherché au plus profond de ma tête, et vraiment, je me suis bien caressé la touffe. Et plus ça allait, plus c'était clair, ça devenait évident. Il faut prendre des gants. Alors du coup, j'ai pris des gants. Je les ai amenés, j'ai pris les plus jolis que j'avais. Je les ai pris, je les ai mis parce que les gants, au final, ça protège des saletés, mais ça protège vraiment de beaucoup de choses. Et ça, c'est la minute culture qui arrive, ou plutôt la vingtaine de secondes culture. Non, parce que je sens ça nécessaire de distiller un poil de culture pour pas passer un sale quart d'heure et essayer plutôt de passer en quart de finale. Donc voilà, j'y viens aux 20 secondes de culture. Bon, en revanche, je me suis pas fait chier, j'ai pris les premières lignes de Wikipédia, je vous préviens. Donc ça donne quelque chose comme dans certaines traductions de l'Odyssée d'Homère, oui, les Grecs ont toujours raison. Donc, dans l'Odyssée, Laërte, ce bon vieux Laërte, est décrit marchant dans son jardin, avec des gants, au moins aussi beau que cela, afin de se prémunir contre les murs sauvages. Donc les gants protègent. Prenons-les. En plus, les gants sont polyvalents. On peut les utiliser dans plein de situations. Toilette, boxe, jardinage, comme ce bon vieux Laërte, ski, cuisine, toucher rectal, golf, baseball. Bon, d'accord, c'est surtout pour le sport qu'on utilise des gants, pour des activités concrètes. Mais en fait, quand on y réfléchit, les gants sont aussi utiles dans des activités plus spirituelles et sont même indispensables au langage. Et oui, pour le coup, là, il faut bien prendre les gants, il ne faut pas se louper, il faut bien les prendre. À défaut d'avoir une femme sous la main. Non, il faut vraiment bien prendre les gants. Et imaginez qu'on enlève les gants dans une phrase, qu'on les laisse à la maison, qu'on ne les prononce pas, qu'on ne les utilise pas, ça pourrait donner des trucs très absurdes, des trucs vraiment étranges. Par exemple, en parlant d'un mec, je le sens pas ce type-là, il a un air de truand, cette fripouille, petit vaurien, ça sent le brigand. Non mais vous imaginez que... ça pourrait donner un truc bizarre quoi. Et encore, ça pourrait être pire et beaucoup plus gênant. Imaginez-vous, je vous fais la situation, vous faites tous un déjeuner de famille, dimanche, tout le monde en cuisine met la main à la pâte, tout le monde s'affaire, les enfants participent. Et là, au moment de fourrer le poulet aux herbes, le père rappelle à son grand garçon hey, n'oublie pas de te rincer les mains et de bien nettoyer ton origan, fils. Non, là, ça peut faire tout drôle. Bref, les gants sont indispensables. D'ailleurs, on devrait même en inventer pour ceux qui n'aiment pas toujours ça et qui n'ont toujours pas compris leur intérêt. On devrait inventer des gants invisibles, par exemple, mais qui protégeraient toujours. Des gants qui permettraient à la fois d'avoir ce contact au monde et ce recul. Bref, un subtil mélange. Pour qu'ils soient toujours là sans qu'on les voie. Des gants constitués d'un délicat mariage de gaz, enrobant nos jolies mains. Ou pas jolis d'ailleurs, mais dans ce cas-là, on prend des gants normaux bien opaques, ça sert aussi. Bref, des gants faits d'une douce association d'azote, d'oxygène, une pointe de dioxyde de carbone, puis un peu d'argon, de krypton, de néon, de xénon. Ok, j'ai regardé une deuxième fois Wikipédia. En tout cas, ce serait vraiment... ce serait légendaire. Bref, prenez vos gants. Enfin, vous n'êtes pas obligé de tout le temps les mettre, mais prenez-les. Parce que justement, il y a des moments où il faut savoir les enlever. Pour applaudir, par exemple.
Merci beaucoup. On va passer à la seule demoiselle de cette soirée du concours. Donc Alix, qui va plaider alors pour la troisième fois de suite, des tirés au sort, des aveux du candidat de révéler leur vérité, conditionnalité. Faut-il de prendre des gants, le pour. Alix. Vous êtes le contre? Oui. Alors, je réglerai ça avec les responsables plus tard. Bien sûr. Donc Alix, dès que tu souhaites, tu disposes de 5 minutes. Le 20 mars 2012, la tension monte sur le campus de Cergy-Pontoise. Le peuple de l'ESSEC trépigne depuis 2 heures dans la PA 113 pour assister à ce qu'il espérait être le match de boxe de sa vie. Car ce soir, les challengers affrontent 2 grands champions, 2 monstres invaincus de la boxe oratoire, Marcel de Giovanni Cerdan et Mohamed Frag Ali. Face à un tel tableau, face à un tel programme, la foule est en délire, les paris vont bon train, on mise jusque sur les moindres détails, la tenue des boxeurs, quels gants porteront-ils? Des gants porte-bonheur? Des gants protecteurs? Des gants... Les projecteurs éclairent le ring, le silence se fait dans la salle, ils arrivent. Et là, stupeur, ce ne sont pas 10 boxeurs, mais 10 manchots qui viennent de faire irruption sur le ring de l'éloquence. Pardon, 8 manchots, une manchotte et un cul-de-jet, faut que le pouce. Alors on peut se poser la question, si pas de bras, pas de chocolat, pas de bras avant, pas de gants, car ils n'auront pour combattre aucune protection, pas de gants, pas d'armure. Leur seule arme et défense, c'est leur élocution. Pour les départager dans ce combat sanglant, mais sans gants, 3 arbitres intraitables et qui répondent au nom, oh comble de la provoque pour nos amis les manchots, de Pierre d'Arcagan, Véronica Gamporo et Alex Chaomoufle. Alors faut-il prendre des gants? Non, je ne crois pas. Nous sommes tous là, ici, ce soir, pour une seule et même raison. La victoire, la gloire, et pour marquer, si tant est qu'on nous en laisse l'occasion, l'histoire de ce concours. Mais le gant est précisément un obstacle à tout cela, car qui dit gant, dit pas d'empreinte, pas de trace, on n'est rien, on s'efface. Vous imaginez, vous, Benjamin, Corentin, sans identité, sans histoire, sans lendemain? Mais enfin les garçons, même les plus grands truands revendiquent leurs méfaits. Arsène Lupin signait tous ces cambriolages. Et nous savons bien tous que les gants blancs de la mafia ne sont qu'effets de style pour masquer les mains sales. Prendre des gants, enfin, c'est y aller avec des pincettes. Ne pas prendre de risques, ne pas se salir les doigts. Mais y a-t-il un seul grand homme, ou grande femme d'ailleurs, qui n'ait jamais eu, ne serait-ce qu'une seule fois, à se salir les doigts et à mettre les mains dans le cambouis, au risque d'y perdre sa carrière et ses amis? Non, croyez-moi, le gant est à la main, ce que la promesse est au mensonge, ce que l'anonymat est à l'identité, ce que le carrosse est à la citrouille, ce que le MBA est à l'ESC Cergy-Pontoise. Enfin, à l'oral, il n'est pas de gants possible, on ne peut se cacher, on ne peut se masquer. L'orateur n'a pas le choix, il doit se mettre à nu. Mais enfin, un « je vous ai compris » ne résonne-t-il pas plus qu'un « je pense que je vois ce que vous voulez dire » ou encore un « I have a dream » n'est-il pas plus percutant qu'un « oh, j'ai pas trop mal dormi hier soir » Non, croyez-moi. Enfin, Baudelaire disait « beaucoup d'amis, beaucoup de gants ». Je dois avoir la gale. Mais oui, sans gants, je me salis. À main nue, je m'expose. Plus de secret, tout est dit. Je vous vomis ma prose. Mais si malgré cela mes mots, mes empreintes s'effacent, si je ne rassaisis pas
vos appétits voraces. Alors pour le dessert, de grâce de gants, ne prenez point, dépouillez ma carcasse. Un conseil toutefois, avant de me dépecer, un conseil toutefois. Au moment de déguster, ôtez donc ce gant-là. Ce sera bien plus commode pour vous lécher les doigts. C'est normal, puisque c'est le sujet. Faut-il être de la cour ou du... Non, pour être bon acteur, faut-il être de la cour ou du jardin? Ce n'est pas une faute de frappe. C'est bien que les cours et la cour, c'est normal. Mike, dès que tu souhaites, sur le 5 minutes. Vous êtes au courant? Ah, vous êtes au courant? Oh! Vous êtes au courant? Jean Dujardin nous a trahis, pardon d'avance pour le trait d'esprit. Jean Dujardin nous a trahis, il a trahi la France. Il a voulu rester au pays du burger. Et croquer sa statuette pour du ketchup et du coca. Non mais moi j'en tire tout de suite des conséquences. Je veux dire, pour être bon acteur, il ne suffit pas forcément d'être du jardin, mais plutôt de la cour. J'entends par la cour le côté cour d'abord, c'est-à-dire le côté droit de la scène vu du public. Or, il se trouve que depuis le Moyen-Âge, la tradition au théâtre, c'est que le méchant entre au côté court. Oui, je suis méchant ce soir. Je vous rassure tout de suite, bien souvent, les acteurs comme les orateurs préfèrent jouer des rôles bien plutôt que des bons rôles. Je veux dire par là que avoir un rôle de mauvais, ce n'est pas avoir un mauvais rôle. De la même façon, avoir un rôle de bon, ce n'est pas avoir un bon rôle. Le bon nous emmerde. Le rôle du bon, c'est plat. Sa perfection nous ennuie. Prenez les exemples de héros contemporains. Christian Bale dans Batman, il est dépressif, narcissique, il nous fout sans sa musculature. Moi aussi, je peux la montrer, ma musculature. Simplement, j'ai choisi le côté obscur de la force. Je suis de l'ombre. Tu ne le fais pas sur le décompte, s'il te plaît. Dans que 5 minutes, on va se presser, mais je te le montrerai tout à l'heure. De la même façon, du jardin en Valentin. Il est tellement plat qu'il ne parle pas. Schwarzenegger en Conan le Barbare est un connard barbare. Non, je crois que le bon acteur, c'est le méchant. C'est le méchant. Scar! Le roi lion. C'est comme Claudius dans Hamlet. Il est nourri d'ambition et dévoré par la jalousie. Il nous renvoie à nos propres vices, il est objet de notre catharsis. Au fond, le bon acteur ne peut être quelqu'un d'autre que le méchant. Or, le méchant est du côté cour, donc le bon acteur est de la cour. Reste à savoir si l'acteur côté cour est acteur à la cour. J'entends par là que la cour est un théâtre, au fond, où les acteurs sont nobles. Qu'est-ce qu'un acteur? C'est une personne qui incarne un personnage qui lui-même représente un sujet. Depardieu incarnait Valjean qui a représenté l'ascension des Misérables, Villepin représentait un candidat qui incarnait l'abdication des incapables. Bref, je crois que être bon acteur, c'est bien représenter un sujet. Alors si l'on représente bien un sujet, c'est que le sujet nous est assujetti. Or, le représentant du sujet, c'est le Seigneur. Donc un bon acteur est un Seigneur. Or, le Seigneur est à la cour. Donc le bon acteur est de la cour. On passe à la troisième partie. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est 5 minutes, hein, pas plus. Je crois qu'au fond du débat cour-jardin se dessine en filigrane l'opposition culture-nature. L'homme de cour, le courtisan, c'est l'homme d'esprit, l'esprit éclairé. Je veux dire, il parle discrètement, il trottine dans son salon, son rire même est poli. L'homme du jardin, c'est le jardinier, l'homme champêtre, le naturel, le rustique. Il parle fort, il gambade, il glousse. Pas de place au silence. Or, le silence, précisément, c'est l'arme de l'acteur. Il a le poids des larmes. Et tomber des cœurs. Tu te rappelles, je me disais
disait Voltaire. À la cour, l'art le plus nécessaire n'est pas de bien parler, mais de savoir se taire. De la même façon, je pense que le bon acteur n'a pas à être un séducteur grandiloquent, mais il est plutôt un grand séducteur d'éloquence. Je veux dire par là que il sait se taire et faire silence, mais c'est pour mieux séduire. Il n'improvise rien, il fait croire au naturel. Il n'est donc pas du jardin, il est de la cour. Question, est-il seulement de la cour? Et là, je crois que pour mieux représenter, il faut être soi-même ce que l'on représente. Je ne crois pas que l'abbé Pierre aurait pu représenter les pauvres sans vivre pauvrement. De la même façon que Valentin Bayard n'aurait pu représenter les sots sans parler sottement. De la même façon, les bons acteurs ne peuvent représenter le monde sans vivre dans le monde. D'où le paradoxe. L'homme côté cour est en fait côté public. Puisque pour mieux représenter le public, il doit vivre dans le public. Il est donc parmi vous, l'homme. Le bon séducteur est l'homme côté cour. Il est du public, mesdames et messieurs. Il a choisi la meilleure place et homme du monde. Il vit dans le monde pour mieux représenter le monde. Il n'est pas sur scène. Il n'est pas côté cour. C'est trop snob. Il n'est pas côté jardin. C'est trop loin. Il n'est pas dans l'orchestre. C'est trop bas. Il n'est pas du poulailler. C'est trop haut. Non, en grand séducteur et homme du monde, le bon acteur est au balcon. Car il sait qu'il y a toujours du monde.